Quand j'étais plus jeune, j'imaginais que le blanchiment d'argent, c'était l'opération pour des brigands de passer des billets de banque dans la machine à laver pour les nettoyer. Et un jour, j'ai regardé C'est pas sorcier et j'ai compris que Le blanchiment permet en fait de redonner une apparence légale à de l'argent qui a été obtenu de manière illicite. en d'autres termes, le blanchiment d'argent, c'est le fait de transformer l'argent sale en argent propre par différentes techniques de purification. Donc, au final, ça revient à peu près à la même chose et je n'étais pas si loin de la vérité que ça. On n'utilise juste pas de la lessive et du détergent, mais simplement différents systèmes du monde économique pour lessiver l'argent. Et n'imaginez pas que tout ça, ça se passe loin d'ici dans des paradis fiscaux. Des opérations de blanchiment, il y en a tous les jours juste à côté de chez vous, comme par exemple dans ce magasin où il n'y a jamais personne et qui pourtant est officiellement ouvert et déclare du chiffre d'affaires depuis des années. Aujourd'hui, les truands deviennent de véritables businessmen et ils n'hésitent pas à utiliser les entreprises et leurs systèmes comptables pour donner une apparence légale aux fruits de leurs activités illégales. Pourquoi? Comment? Je vous explique tout ça dans cette vidéo et vous comprendrez une nouvelle fois pourquoi il n'était pas si idiot que ça de rapprocher les mots blanchiment d'argent et blanchisserie. N'est-ce pas, Jamy? Eh ben, on est dans de beaux draps. Allez, roule Marcel! Pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le petit crime organisé, l'espèce est le nerf de la guerre. Déjà car l'argent n'a pas d'odeur, mais surtout car l'espèce permet de passer sous les radars des banques, sous les radars des enquêteurs et sous les radars de l'administration. Aujourd'hui, si vous faites un virement ou si vous payez quelque chose par carte bleue, vous laissez une trace numérique dans les livres de compte des différentes banques. Et l'accumulation de ces indices, surtout si les opérations ne sont pas déclarées, peut être à force source de soupçons de la part des autorités. Et comme le rappelle le dicton, pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est pour ça que dès qu'il y a une activité illégale, on préfère utiliser de l'espèce. Car grâce aux billets, même si un jour un pion de l'organisation criminelle est arrêté, il sera quasi impossible de retracer le chemin de cet argent et de revenir à la source du délit. Et au final, que ce soit pour le trafic de stupéfiants, d'armes, de jeux ou de femmes, l'espèce est et sera encore pour quelques années la monnaie d'échange numéro 1. Alors oui, aujourd'hui, les plus modernes utilisent le dark web et les crypto-monnaies, mais pour les délinquants en bas de chez moi et aussi en bas de chez vous, ça reste principalement les billets qui seront utilisés. Et ça va peut-être vous surprendre, mais si les flux financiers sont différents, le fonctionnement d'une organisation criminelle est très proche de celle d'une entreprise, à un détail près, elle est illégale. Par exemple, si vous êtes un dealer, vous allez avoir des fournisseurs qui vont vous fournir votre usine, du moins votre lieu de production en matières premières. Là, quelques salariés, disons des membres de votre organisation, vont s'occuper de préparer les produits pour livrer soit vos magasins, c'est-à-dire vos points de vente tenus par d'autres hommes de main, soit des franchisés, des délinquants indépendants. Et ces derniers intermédiaires vendront enfin vos produits au consommateur final en n'oubliant pas de mettre en place un plan marketing et un packaging intéressant. Des super commerçants au final. Et dans ce schéma de commerce, disons-le assez classique, chacun aura sa part du bénéfice, en espèces bien entendu. Après, en termes de répartition, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et pour ceux qui sont en bas de l'échelle, qui ne toucheront qu'une fine partie du bénéfice, les miettes récupérées et l'argent gagné illégalement ne servira pas du tout à flamber, mais simplement à se nourrir et à essayer de faire vivre une famille. Par contre, plus vous allez monter dans l'organisation, plus vous allez avoir une part du gâteau importante et plus l'espèce va s'accumuler et ça va commencer à poser problème. Pourquoi ? Car si dans les années 60-70, il était assez facile de dépenser ces billets que l'on avait illégalement gagnés, ces dernières années, on utilise de moins en moins d'espèces dans la vie de tous les jours. Et en plus, avec la loi, l'étau s'est fortement resserré et ça devient de plus en plus compliqué de dépenser cet argent. Vous ne le savez peut-être pas, mais en France, un commerçant a interdiction d'accepter des paiements en espèces supérieurs à 1 000 €. Donc aujourd'hui, si un malfrat peut aller faire ses courses, remplir son réservoir d'essence ou profiter d'un bon restaurant avec de l'espèce, il ne peut plus dans le circuit légal se payer ses vacances, financer des travaux, acheter une voiture ou se payer une maison avec cet argent. Pour une raison simple, c'est interdit d'encaisser plus de 1 000 € en billets pour une transaction. Et vous allez me dire, ce n'est pas parce que c'est interdit qu'on ne peut pas le faire. Et un commerçant aurait tout à fait le droit d'accepter ce paiement.
C'est quand même du chiffre d'affaires complémentaire. C'est vrai. Mais le risque de l'accepter est très important pour le commerçant car il existe une deuxième cartouche dans l'arsenal de la lutte anti-blanchiment, la déclaration de soupçons à Tracfin. Tracfin, c'est quoi ce truc? Pour vous expliquer simplement, certains professionnels, dès qu'ils ont connaissance d'une opération financière atypique, doivent obligatoirement faire une déclaration de soupçon au traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, Tracfin. Et parmi les professionnels qui doivent faire cette déclaration, on va retrouver principalement les banques, les assureurs, les entreprises d'investissement, les avocats, les notaires et les experts comptables. Donc si un commerçant accepte un paiement qui dépasse les 1 000 € en espèces, 2 personnes risquent de faire une déclaration à Tracfin. Le banquier après le dépôt d'espèces à la banque et l'expert comptable après l'établissement des comptes. Donc le commerçant est quasi sûr de ne pas passer entre les mailles du filet et c'est pour ça que de moins en moins de magasins acceptent les grosses sommes en espèces. Et si vous vous posiez la question, une déclaration à Tracfin est très simple à réaliser. La dernière fois, ça m'a pris moins de 10 minutes et en plus, il n'y a aucun risque à le faire car lorsque l'on envoie cette déclaration, le client n'est pas informé de la situation, même si Tracfin diligente une enquête. Par contre, à ce moment-là, pour le commerçant, il y a un risque d'amende, mais surtout, il risque d'être condamné pour avoir participé à une fraude et à des opérations de blanchiment. Et vous connaissez le refrain, c'est comme au Monopoly, allez directement en prison, ne passez pas par la case départ et ne touchez pas 20 000 €. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle et de moins en moins de commerçants acceptent les sommes importantes en espèces, sauf pour faire du black bien entendu. Et au niveau des moyens pour traquer les fraudeurs, ça n'est pas terminé. Ces dernières années, avec les réseaux sociaux et le recoupement des informations, un troisième risque existe pour les malfrats, c'est le décalage entre le train de vie apparent et le train de vie déclaré. Le problème, c'est que si vous gagnez votre vie illégalement, techniquement, vous allez déclarer peu de revenus au fisc sur votre déclaration de revenus, comme vous n'avez pas de salaire officiel. Sauf que depuis 2021, l'administration fiscale est autorisée à collecter des données personnelles des contribuables sur les réseaux sociaux et les plateformes collaboratives pour recouper les informations déclarées. Et donc, si vous êtes hors la loi, pour ne pas lever de soupçons, il va falloir que vous montriez une vie à hauteur de votre train de vie déclaré, c'est-à-dire misérable et du moins simple. Et dans ce cas, vous ne pourrez pas dépenser l'argent gagné illégalement. Aucun intérêt. Et surtout, c'est très compliqué à faire car on est tous pareils. Quand on gagne notre vie, on n'a qu'une envie, c'est d'en profiter. Et donc, si vous gagnez énormément d'argent, même illégalement, à un moment, les billets vont vous enivrer et vous voudrez le dépenser. Et c'est pas fini. Il existe une dernière difficulté qui provient simplement de vos relevés de compte. Depuis 2023, la loi autorise dès l'engagement d'un contrôle fiscal que l'administration puisse réclamer aux différentes banques les relevés de compte du contribuable dans le but de les analyser. Sauf que si vous payez tout en espèces, il n'apparaîtra aucun mouvement sur vos relevés de compte. Aucune dépense, aucune course en supermarché, aucun paiement de station d'essence, aucun retrait d'espèces, ce qui va encore paraître suspect. Car comment vous nourrissez-vous? Comment vous déplacez-vous? Et comment simplement vivez-vous? Et c'est pour ça que si les trafiquants ne vivaient que de l'espèce gagnée illégalement, ils prendraient des risques inconsidérés et augmenteraient fortement les chances d'ouverture d'une enquête. Et c'est pour ça que le blanchiment existe et surtout c'est pour ça que les malfrats créent des entreprises pour rendre comme par magie les revenus illégaux légaux. L'objectif de cette création, ce n'est pas réellement de créer un nouveau business et de gagner un complément d'argent, mais simplement de se créer une couverture afin de se rémunérer légalement, soit par le biais d'un salaire, soit par le biais de dividendes. L'intérêt de cette supercherie est de déclarer des revenus à l'administration afin que le train de vie apparent redevienne cohérent avec les salaires touchés. Ça, c'est la théorie, mais comment réinjecter dans une activité réelle des espèces illégalement gagnées? Pour blanchir de l'argent, il faut simplement faire tout l'opposé du black, c'est-à-dire réinjecter l'argent sale dans l'économie en créant une société à l'activité fictivement réelle et en déclarant à l'administration une partie des espèces comme s'il s'agissait de recettes réelles de l'activité créée. Avec une légère difficulté, il faut créer une activité qui a l'habitude de percevoir pas mal d'espèces, comme par exemple une petite épicerie, un restaurant à bas prix, une activité de VTC, une entreprise de petites prestations ou réparations, ou une blanchisserie par exemple.
Bien sûr, l'imagination des brigands n'a pas de limite et en fonction des lieux et des villes, certaines activités sont plus profitables ou justifiables que d'autres. Et une fois que la société est créée, ce qui va se passer, c'est qu'on va mélanger le chiffre d'affaires réel réalisé par le commerce, qui est souvent très faible, avec une partie des espèces liées aux activités illégales. Et derrière, soit le malfrat va se payer sous forme de salaire ou de dividendes, soit il va profiter de la structure créée pour rémunérer certains de ses hommes de main afin qu'ils aient eux aussi une situation officielle. Et avec cette magouille, on en arrive à la situation ubuesque où l'État va devenir l'un des premiers bénéficiaires du blanchiment d'argent. Ça vous choque comme phrase, hein? Mais je vais vous expliquer. En intégrant les recettes illégales dans le chiffre d'affaires d'une activité, l'État va commencer par récupérer la TVA sur les ventes, c'est-à-dire presque 10 ou 20% des sommes réintégrées. Et ensuite, si les trafiquants profitent de cette somme pour se payer ou payer des intermédiaires sous forme de salaire, sur le salaire brut versé, il y aura jusqu'à 40% de charges patronales et 20% de charges salariales. C'est-à-dire que sur le salaire net payé, l'entreprise va reverser aux caisses jusqu'à 75% de cette somme. Et ensuite, sur ce salaire touché, il ne faudra pas oublier que le malfrat payera également des impôts sur le revenu qui iront de 0 à 45%. Et si le contrebandier préfère se rémunérer sous forme de dividendes, ça sera pas mieux. Après avoir payé la TVA, il commencera par reverser jusqu'à 25% d'impôts sur les sociétés sur le montant du bénéfice qu'il aura déclaré, c'est-à-dire sur la totalité de la somme après TVA car il n'y a aucune charge à déduire sur ce produit illégalement fictif. Et ensuite, il faudra aussi payer 30% de prélèvement libératoire sur les dividendes. C'est-à-dire que sur les dividendes nets touchés, les malfrats vont reverser à l'administration fiscale entre la TVA, les impôts sur les sociétés et les prélèvements libératoires 130% de ce montant. Alors, heureusement pour les délinquants, toutes les sommes ne sont pas blanchies. Les espèces des ventes et du trafic servent en partie aussi à vivre, à payer des intermédiaires et différents pots de vin, pour que certaines personnes acceptent de fermer un peu les yeux. Mais l'air de rien, sur toutes les sommes blanchies, l'État bénéficie indirectement d'une partie des recettes des différentes activités illégales. Par contre, je vais minorer un peu mes propos. La part de l'État est un peu moins importante que celle que je vous ai montrée car les bandits ont l'obligation de faire passer des charges en lien avec leurs activités illégales dans les sociétés qu'ils ont créées. Pourquoi ? Car si vous avez une entreprise avec des recettes, en face vous devez avoir une entreprise avec des dépenses en cohérence avec votre chiffre d'affaires pour que votre activité de couverture paraisse légale. Par exemple, si vous possédez un restaurant et que vous avez des clients, vous devrez obligatoirement en proportion avoir des charges comme l'achat de la nourriture et des salariés pour la cuisine ou le service par exemple. Pour les salaires, on l'a vu tout à l'heure, l'idée est de déclarer dans l'entreprise des intermédiaires de votre trafic pour les rémunérer pour leurs tâches illégales. Et au niveau des achats de matières premières, je pense qu'il doit y avoir 4 possibilités. Soit il pourrait y avoir une surfacturation de la part du fournisseur qui serait peut-être aussi fournisseur de produits illégaux. Ouais, ma réflexion va loin, peut-être même plus loin que la réalité. Soit une partie des produits achetés pourrait servir à la consommation personnelle des différents membres de l'organisation. Soit simplement une partie des produits pourrait même être jetée. Soit l'expert comptable est lui aussi partie prenante dans l'opération et quitte à être malhonnête, autant faire des faux bilans. Juste au cas où. Si vous avez regardé cette vidéo pour savoir comment blanchir de l'argent, ne m'appelez pas pour réaliser ce type de bilan. 1. Je ne cautionne mais alors pas du tout ce type d'activité. Et 2. Je risque même sûrement de vous dénoncer assez vite. Mais pour en revenir aux exemples, autre métier intéressant, c'est le VTC. Une activité de VTC fonctionne avec qu'une voiture, un chauffeur et beaucoup de trajets souvent payés en espèces. Et pour le trafic, vous avez besoin de quoi ? De chauffeurs, de véhicules, et la marchandise, elle, est payée en espèces. Donc les deux matchent parfaitement et moralité, une activité légale peut couvrir presque en totalité une activité illégale. Et est-ce qu'il existerait un métier qui demande peu de matières premières, peu de main-d'œuvre et dont les clients payent principalement en espèces ? Vous avez une idée ? La blanchisserie. Vous mettez juste vos laboratoires sur le même compteur EDF que la blanchisserie pour justifier la consommation d'électricité. Vous ouvrez de temps en temps les vannes pour vider l'eau directement dans le caniveau et vous avez l'activité idéale pour blanchir l'argent illégal. Moralité, quand j'imaginais petit des billets nettoyés dans la machine à laver, c'était totalement logique et cohérent.
Et même si ce n'est pas la raison officielle, ça explique peut-être quand même une partie du terme blanchiment d'argent. Mais ce qui était facile à l'époque l'est de moins en moins aujourd'hui, et réintégrer les espèces dans le circuit économique est de plus en plus compliqué avec l'intensification des paiements par carte bleue. Et peut-être que demain, mais c'est peut-être même déjà le cas aujourd'hui, les sociétés qui servent à blanchir de l'argent serviront directement à facturer et encaisser les clients par carte bleue. Heureusement, une nouvelle réforme va énormément déranger les fraudeurs, c'est la réforme de la facture électronique. Et si vous voulez comprendre cette modification majeure qui arrive en 2024 en France, je vous explique le pourquoi du comment juste ici dans cette vidéo.